What's up tout le monde, Maxime Ouellette, un shit qui existe. Très content d'être encore avec vous cette semaine, pas comme mon bonsaï qui commence à nous quitter un peu plus chaque jour. Cette semaine, je reprends un peu le format de la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai lu un roman, un recueil de poésie. Je suis présentement en train de lire un essai que je vais commenter dans les prochains jours. J'ai décidé d'y aller avec une thématique cette semaine, donc j'y étais avec de la littérature autochtone, ou du moins de la littérature qui parle du statut des Premières Nations. Donc j'ai vraiment hâte de vous parler de ça. La musique d'intro commence live. Yes! Lire! C'est un shit qui existe! On est en plein milieu de la nuit, fait qu'il y a ma copine qui dort juste à côté. Je vais essayer de pas trop faire de bruit, mais en même temps, c'est dur de pas être loud. Je commence par vous parler du recueil de poésie Un été dans la toundra de Joséphine Bacon, qui est paru chez Mémoire d'Encrier. Mémoire d'Encrier, c'est une maison d'édition québécoise qui a pour mission de mettre de l'avant des voix issues de minorités visibles. Dans le cas de Joséphine Bacon, on parle d'une femme Innu qui vient de Betsiamit. C'est une poétesse, une réalisatrice, une femme exceptionnelle avec une sagesse, un savoir qui dépasse toutes les frontières. Que vous soyez du Québec ou non, je pense que vous pouvez très facilement apprécier la poésie de Joséphine Bacon parce que c'est une poésie qui est simple, c'est une poésie qui fait rêver, qui parle du territoire, qu'on habite ou qu'on n'habite pas ce territoire-là. C'est quelque chose qui est très enveloppant. Un été dans la toundra, c'est un recueil de poésie dans lequel Joséphine Bacon déclare son amour au territoire, à la toundra. Donc si jamais vous ne connaissez pas c'est les paysages du nord québécois, je pense que vous allez complètement raffoler de la poésie de Joséphine Bacon. C'est des courts poèmes qui parlent énormément. Joséphine Bacon écrit avec une économie de mots qui est vraiment surprenante. On a l'impression qu'en peu de mots, elle peut nous dire beaucoup de choses. Il y a des poèmes qui sont magnifiques. En fait, la majeure partie des poèmes de ce recueil-là sont magnifiques. Le travail qui est particulièrement intéressant, qui est fait par Joséphine Bacon, c'est en fait un travail de transmission. Chaque duo de page, en fait, représente un seul poème. Du côté gauche, on a un poème qui est écrit en français. Et par la suite, ce poème-là est traduit ou vice-versa, en Innu Aimun. J'espère que je dis bien, j'espère que je prononce bien, c'est Innu Aimun, en tout cas. I hope so. Pour vrai, sinon je m'excuse. Donc en faisant ça, en mettant la page de gauche en français et la page de droite en Innu Aimun, ben, ce que ça fait, c'est qu'on arrive en fait à avoir un travail de transmission. C'est ce qui est le plus important en fait avec la poésie de Joséphine Bacon, c'est de s'assurer que cette langue-là reste vivante, de s'assurer qu'il y a une transmission de la connaissance qui se fasse. Joséphine Bacon le mentionne d'ailleurs à un moment dans le recueil. Elle se voit maintenant comme une aînée et le travail des aînés dans les Premières Nations, c'est de transmettre la connaissance et c'est exactement ce que Joséphine Bacon fait. Il y a beaucoup d'amour que Joséphine Bacon distribue dans ce recueil-là, que ce soit justement pour les aînés ou pour le territoire. On sent que c'est très respectueux de la manière dont Joséphine Bacon écrit. J'essaie toujours, quand je lis un recueil de poésie, de prendre mon temps. Et parfois c'est difficile. Malheureusement, ça a été le cas avec Joséphine Bacon. J'avais de la misère à m'arrêter. J'avais envie toujours d'aller lire un poème de plus. Je dis malheureusement parce que honnêtement, j'ai l'impression que c'est un livre que j'aurais pu savourer. C'est quelque chose que j'aurais dû lire plus lentement pour que la poésie de Joséphine me résonne plus en tête. Mais c'est vraiment trop bon. C'est impossible d'arrêter de lire. On a toujours envie d'un poème de plus. Honnêtement, je vous conseille très fortement Un été dans la toundra. J'ai d'autres recueils de poésie de Joséphine Bacon. J'ai vraiment hâte de les lire. Entre-temps, je vous invite à aller écouter le film Je m'appelle Humain, qui est un film qui parle de Joséphine Bacon, de sa carrière, de la femme qu'elle est. Et ne serait-ce que pour l'histoire de Fidel Castor, ça vaut la peine d'aller voir ce film-là. Très belle immersion dans la culture québécoise. Très belle immersion également au niveau de tout ce qui a trait aux Premières Nations. Donc le film Je m'appelle Humain, le recueil de poésie Un thé dans la toundra, ça vaut la peine, vraiment.
Le roman de la semaine s'appelle Coucoum. Ça a été écrit par Michel Jean, qui est lui aussi Innu. C'est un écrivain, un chef d'antenne, un journaliste d'enquête. Et là, je ne fais que lire la description de l'homme derrière le livre. Mais honnêtement, je connais pas tellement Michel Jean. Là, je pense que je me suis fait dire qu'il était peut-être avec l'équipe de JE. Ce qui ferait du sens, le journaliste d'enquête, JE. Coucoum, c'est un livre dont certains étudiants de ma cohorte m'avaient parlé, m'avaient dit que c'était un très bon livre, que je devais le lire. Et honnêtement, c'est effectivement un très bon livre. Coucoum, en fait, c'est un livre qui raconte l'histoire d'Almanda Siméon, une femme orpheline qui a trouvé refuge en fait dans une communauté Innu et qui a adopté les mœurs jusqu'à devenir une partie intégrante de cette communauté-là. Coucoum, c'est également un livre dans lequel il y a une grande transmission du knowledge, que ce soit de la langue, que ce soit des méthodes traditionnelles de chasse, de tissage, etc., etc. La première partie du livre est vraiment consacrée à ce partage de la connaissance-là. Il y a l'histoire d'Almanda, évidemment, qui est mis de l'avant également, mais c'est surtout cette transmission-là, en fait, de la culture des Premières Nations qui est mis de l'avant. Et c'est ce qui fait de ce livre-là une pièce incroyable qui s'inscrit un peu dans le registre d'un thé dans la toundra de Joséphine Bacon, dans la mesure où justement il y a un effort de transmission, il y a un effort de nous apprendre quelque chose. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. J'ai également aimé toute l'histoire d'Almanda Siméon, évidemment, une femme centenaire, donc on peut couvrir une bonne partie de l'histoire autochtone au Québec. Il y a la présence, puis ça c'est un petit spoil, mais je vous le dis quand même, il y a la présence rendue à peu près au dernier tiers du roman de photos d'archives qui vient en fait nous montrer que cette histoire-là n'est pas fictive, ou du moins ne l'est pas totalement. Donc on a des photos d'Almanda, on a des photos de ses filles et de ses petites filles, ce qui rend vraiment la chose très intéressante parce que ça l'inscrit tout ça dans un contexte réel, dans un contexte socio-historique réel, et ça fait en sorte que ce que Michel Jean veut faire, de donner un hommage à une personne qui lui tient à cœur, est très très bien réussi. Et ça nous donne envie en fait d'aller visiter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller voir le cimetière de Pointe-Bleue. Dans ce livre-là se mélange en fait justement cette dimension réaliste-là avec une dimension qui est plus grande que nature, fait en fait en sorte que justement parfois on a l'impression qu'on est devant une fiction, mais ultimement je pense que définitivement pas, ou du moins vraiment pas tant que ça. Donc j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est écrit, le fait que la narratrice également, Almanda, soit le personnage principal, qu'elle nous raconte ça avec un peu de recul, parce qu'elle s'est rendue maintenant une vieille femme. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça permet en fait d'avoir une réflexion qui est justement avec du recul, donc avec moins d'émotions, plus de rationalité. Et ça nous permet en fait de parler d'une époque sombre du Québec avec justement une espèce d'esprit rationnel. Je pense que c'était très judicieux la manière dont ça a été écrit. Je pense que c'est un coup de cœur des dernières années et c'est pas pour rien. L'histoire en général est vraiment bonne, les personnages sont attachants, tous les personnages de Coucoum sont importants, tous les personnages sont intéressants, ont quelque chose à dire, ont quelque chose à nous raconter, et ça aurait été facile en fait de laisser tomber certains personnages, de leur donner un rôle secondaire, mais justement on se rend compte que dans une communauté il n'y a personne qui a de rôle secondaire, et c'est exactement ce qu'on ressent dans Coucoum. Tout le monde est important, tout le monde a sa part à jouer dans l'équation, et c'est ce qui fait en sorte qu'une communauté est une communauté forte. C'est quand tous les membres sont actifs, prennent part activement, autant dans les décisions politiques que dans la vie quotidienne. Donc pour ça, j'ai trouvé que c'était très représentatif d'un peuple. On nous montre un peuple, je vais tomber dans le cliché, mais on nous montre un peuple rieur, un peuple qui est heureux, et on nous montre un peuple qui est capable de passer par-dessus l'adversité, que ce soit l'adversité du territoire ou l'adversité des conditions politiques. Donc honnêtement, si jamais vous n'êtes pas familier avec l'histoire autochtone, je vous conseille Coucoum, qui est une très bonne introduction. Si jamais vous êtes familier avec cette histoire-là, je vous conseille Coucoum,
qui était une très belle entrée en profondeur dans tout ce qui est le partage des connaissances traditionnelles. Donc Coucoum, Michel Jean, paru chez Libre Expression, qui est une division de Québécois malheureusement. Donc vous encouragez PK, mais on a vraiment d'autres choix que dans l'encourager ce style-là. J'ai dit plus tôt cette semaine que le livre dont je vais vous parler est un essai, mais c'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est un recueil de discussions. Donc, dans le fond, c'est un recueil qui est sous la présidence. Puis, ouais, non, pas sous la présidence, ça, c'est un mauvais choix de mots. C'est un recueil d'entretien qui est réuni, en fait, et présenté par François Dupuy-Derry et Benjamin Pillet. François Dupuy-Derry, c'est un professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, soit l'UQAM, l'université préférée de Richard Martineau. Benjamin Pillet, tant qu'à lui, est doctorant en sciences politiques, toujours à l'université préférée de Richard. Ses recherches se concentrent sur le colonialisme de peuplement et le décolonialisme au Québec. Donc là, je viens de vous faire un beau résumé de ce qu'on trouve comme présentation sur la 4e de couverture. Dans l'anarcho-indigénisme, Dupuy-Derry et Pillet rencontrent 7 personnes. Encore une fois, c'est pas tout à fait vrai en fait, parce qu'il en rencontre 5 si je me trompe pas. Il y a 2 discussions qui ont été parues au préalable et qui ont été mises dans ce recueil-là avec la permission des revues qui les ont publiées. C'est un recueil dans lequel on va discuter de grands enjeux, que ce soit des enjeux anarchistes ou des enjeux autochtones, des enjeux qui en fait devraient concerner tout le monde sur la planète, que ce soit la colonisation, la décolonisation, l'écologie, le capitalisme, le féminisme, les communautés LGBTQ, le rapport avec les anciens ou avec ce que nous, par chez nous, on appelle les vieux. C'est un excellent recueil, honnêtement, chaque leader a son petit grain de sel à amener. Le but de ce petit recueil-là, c'est de tresser un lien entre l'anarchie et les philosophies des Premières Nations. C'est quand même très bien fait, honnêtement. Par contre, là où est-ce que j'ai une petite réticence, c'est que j'aurais aimé qu'on explique plus l'anarchie, qu'on rentre un peu plus en profondeur. Là, on a voulu montrer des similitudes, mais je pense que ça aurait été pertinent de vraiment rentrer plus en profondeur dans ce qu'est l'anarchie. Parce que comme c'est mentionné dans une de ces discussions, l'anarchie, ça a une mauvaise réputation due entre autres aux médias propagandistes de masse. Puis là, je sonne vraiment comme un esti de conspirationniste. Mais en fait, parce qu'on a toujours dépeint l'anarchie comme étant une espèce de situation dans laquelle il y a un chaos, dans lequel, pour reprendre les mots, il y a peut-être même potentiellement présence de cannibalisme, etc. On dirait que quand tu dis à quelqu'un que tu as des tendances anarchistes, c'est toujours très mal reçu. Parce qu'en fait, on comprend pas, je pense, vraiment ce qu'il en est, ce que ça représente. Et dans ce recueil-là, on va rentrer dans certains concepts, on va parler de certaines failles de l'anarchie. J'aurais aimé ça qu'on exploite un peu plus le concept général. C'est sûr qu'on vient nous montrer différentes visions de l'anarchie, parce qu'il y a autant de visions de l'anarchie qu'il y a d'anarchistes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, qu'on nous parle en fait à quel point en fait il y a peut-être un caractère ironique dans le fait de vouloir montrer les similitudes entre les philosophies des Premières Nations et l'anarchie, parce que l'anarchie refuse toute spiritualité, refuse également en fait les notions de nationalisme et de fierté identitaire, alors que les peuples autochtones n'ont pas le choix pour survivre de faire preuve d'un certain nationalisme. Et comme on le sait, c'est des peuples qui ont souvent un lien très fort avec la spiritualité. Donc, ce qui est montré par les gens avec qui les auteurs discutent, c'est en fait que eux-mêmes se considèrent comme anarchistes, mais n'ont pas nécessairement la même vision par rapport à la spiritualité puis au nationalisme. Donc, l'effort est là de nous montrer qu'il existe plusieurs définitions de l'anarchie, mais je pense que vraiment on aurait pu rentrer plus en profondeur. Par contre, dans la même collection, Francis Dupuy-Derry a fait paraître un livre qui s'appelle L'anarchie expliquée à mon père, qui d'après moi doit rentrer à ce moment-là plus en profondeur là, dans le sujet.
Un des trucs que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce livre-là, c'est il est question de méthode d'organisation. Les auteurs nous montrent en fait différentes situations dans lesquelles les Premières Nations se sont organisées pour se soulever contre une décision étatique, pour nous montrer en fait comment est-ce que nous on peut s'inscrire en fait dans la résistance. On nous parle de blocus, de black bloc, on nous parle de différentes méthodes de pression qui ont été utilisées au travers de différentes causes. Je pense que c'est bien de venir montrer aux gens comment manifester, parce que c'est beau de manifester dans les rues, de marcher, de faire savoir qu'on est mécontent, mais il y a une manière de faire en sorte que ce mécontentement-là se fasse plus entendre. Ça m'a fait beaucoup penser au texte La fin d'Anarchie dans lequel elle parle de fuite passive et de fuite active. Donc comment est-ce qu'on peut prendre action en fait dans différentes causes, que ce soit la cause anarchiste ou la cause des Premières Nations. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont juste faire preuve d'un certain white guilt, qui vont en fait culpabiliser l'ensemble de la société caucasienne, puis ils vont pas se questionner en fait à savoir qu'est-ce que eux font de mal. Ils vont vraiment juste se questionner à savoir qu'est-ce que les gens qui ont la même couleur de peau qu'eux font de mal. Et on tombe dans une espèce de cycle dans lequel ces gens-là se sentent pas obligés de prendre action parce qu'ils se disent qu'ils ont conscience du problème, mais c'est définitivement pas assez. C'est souvent les mêmes personnes qui vont se dire des alliés, ce qui veut absolument rien dire quand on prend pas de méthode concrète. L'anarcho-indigénisme, en fait, vient nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme méthode concrète. Parce qu'on voit des trucs, des fois, sur les réseaux sociaux, d'écrire à nos ministres, etc. Mais c'est encore de reconnaître le pouvoir, en fait, d'une politique occidentale qui est basée sur un héritage colonial. Puis je pense que c'est normal de se questionner à savoir à quel point c'est légitime, justement, pour ces organisations politiques-là, d'avoir un mot à dire sur la politique des Premières Nations, ou même sur la politique en général, parce que c'est ça l'anarchie, en fait, c'est de reconnaître qu'on ne reconnaît pas ce pouvoir-là qui est issu d'un passé colonial. Donc ce pouvoir de dominance-là, c'est surtout ce rapport-là, en fait, qu'on tente de supprimer. Parfois, on va parler de politique horizontale ou en fait, de classe sociale horizontale, etc. Mais je pense que l'idée vraiment, du moins qui me rejoint moi personnellement le plus dans l'anarchie, c'est l'idée d'une démocratie communautaire. Donc en fait que les gens de chaque communauté aient plus de pouvoir que ce qu'on leur en donne en ce moment. Ce qui est super intéressant, c'est comme toujours avec un essai, parce que ça rentre un peu dans la catégorie de l'essai quand même, là. C'est qu'il y a beaucoup de références médiagraphiques. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, en passant par cette porte d'entrée-là, on vous dirige vers plein d'autres œuvres qui risquent de vous intéresser puis qui rentrent plus en profondeur dans certains aspects du sujet. Donc l'anarcho-indigénisme, paru chez Luxe dans la collection Instinct de liberté. La collection Instinct de liberté, en fait, c'est une collection qui va parler que d'anarchie. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Luxe. Il y a vraiment plein de livres qui sont intéressants. Des livres de Noam Chomsky, d'autres livres de Francis Dupuy-Déry. Donc honnêtement, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, un sujet que vous ne comprenez pas ou un sujet que vous aimeriez expliquer à des gens qui ne comprennent pas, je pense que c'est une collection qui est vraiment intéressante à ce niveau-là. L'anarcho-indigénisme, je vous le conseille fortement. C'est la 4e semaine en ligne dans laquelle j'ai une hésitation aussi forte en ce qui a trait à la suggestion de la semaine. Je pense que j'ai lu 3 excellents livres cette semaine, à commencer par le recueil de poésie Un thé dans la toundra de Joséphine Bacon. Par la suite, ça a été avec Koukoum, qui est un roman excellent qui parle de la famille, qui parle de l'héritage autochtone. Un roman, comme je vous disais, dans lequel il y a beaucoup de knowledge qui est donné. Puis par la suite, ça a glissé vers l'anarcho-indigénisme, un recueil de discussions vraiment intéressantes. Je suis vraiment... tous les livres là, sont pliés bord en bord. Là. Il y a plus de pages qui sont pliées que de pages qui ne sont pas. Ça pourrait vraiment être n'importe lequel de ces 3 livres-là. Parce que c'est 3 excellents livres.
Mais cette semaine, j'ai décidé de vous conseiller Un thé dans la toundra de Joséphine Bacon parce que je pense que la poésie, et c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. J'en discute souvent en fait avec des gens au travail ou avec des gens dans ma famille. Puis je me rends compte qu'on a une conception un peu biaisée de la poésie. On pense que les personnes qui écrivent de la poésie, c'est souvent des hommes dépressifs qui utilisent des grands mots qu'on comprend pas. Puis c'est pas tout à fait le cas. C'est parfois le cas, mais c'est pas tout à fait le cas. Et je pense que Joséphine Bacon nous en donne un très bel exemple. Parce que Joséphine Bacon, c'est une femme souriante, c'est une femme forte. Parce que ses poèmes sont super faciles à comprendre. Pour toutes ces raisons-là, en fait, je pense que la poésie de Joséphine Bacon peut parler à n'importe quel Québécois ou Québécoise. Et qui plus est, à n'importe quel humain. Parce que je pense sincèrement que le message qui est dans ce recueil de poésie-là est universel. Donc, malheureusement, pour Coucoum et l'anarcho-indigénisme, je vous conseille Un thé dans la toundra cette semaine, qui est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un très bon recueil de poésie. Merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un shit qui existe. Cette semaine, je termine pas avec le traditionnel peace out. Je vous invite plutôt à vous recueillir dans un moment de silence pour les tombes anonymes qui ont été retrouvées près des pensionnats autochtones. Donc on se revoit la semaine prochaine.